Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, des débats, des chroniques, des reportages pour donner du sens à l'actualité. C'est ce que nous vous proposons tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Ce ne sera pas un remaniement, mais un nouveau gouvernement. Michel Barnier promet de dévoiler son équipe ministérielle la semaine prochaine. Jusqu'où pourra-t-il élargir sa base politique? À quoi pourrait ressembler sa coexistence exigeante avec Emmanuel Macron? En cas d'échec, la crise politique pourrait-elle déboucher sur une démission du président de la République? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, direction les États-Unis pour analyser les temps forts du débat entre Donald Trump et Kamala Harris. J'ai parcouru le monde en tant que vice-présidente des États-Unis et les dirigeants du monde entier se moquent de Donald Trump. J'ai parlé avec des chefs militaires dont certains ont travaillé avec vous et ils disent que vous êtes une honte. La candidate démocrate vise l'ego de Donald Trump. Comment a-t-il réagi? Et puis sur la politique internationale, l'avortement ou l'immigration qui a marqué des points hier soir. Ce débat peut-il faire basculer un scrutin qui se déroulera dans 7 semaines? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, Michel Barnier qui poursuit sa tournée des partis du bloc central. Il était à Reims aujourd'hui avec Édouard Philippe et son parti Horizon. Jérôme Rabier. Michel Barnier continue sa tournée des partis qui peuvent travailler avec lui. Aujourd'hui, place à Horizon. Accueilli par Édouard Philippe à Reims, le Premier ministre a annoncé qu'il faudrait encore patienter pour un gouvernement. Je continue et je viens visiter les députés, les sénateurs, les écouter aussi. Et la semaine prochaine, on nommera le gouvernement. À la sortie de leurs échanges, un grand sourire était de rigueur et c'est Michel Barnier qui en était le premier avis. J'ai été très touché par l'accueil que j'ai reçu de la présence d'Édouard Philippe avec les deux présidents de groupe et tous les sénateurs et les députés. Sincèrement, j'ai été très touché et même ému par l'accueil que j'ai reçu. Voilà. Du côté des élus Horizon, tous ont défendu un soutien sans condition au nouveau Premier ministre, comme pour marquer une différence avec les troupes menées par Gabriel Attal, qui veulent juger sur pièce les orientations du gouvernement. Ici, l'accueil a été très chaleureux. Édouard Philippe a vraiment dit qu'on allait être en soutien, qu'il pouvait compter sur nous, qu'on est bien conscient que la situation était très difficile, notamment du point de vue des finances publiques. Tous ont également défendu la présence de ministres Horizon dans le futur gouvernement, une logique pour ceux qui partagent tout ou presque avec Michel Barnier. On a quelqu'un qui est pro-européen, qui est attaché aux collectivités territoriales, qui considère que la sécurité et les sujets qui sont liés à l'immigration ne sont pas des fantasmes mais des attentes des Français et qui considère que d'un point de vue économique, on a une urgence budgétaire. Sur le plan du constat et de l'orientation, ça correspond très exactement à ce que nous, à Horizon, nous pensons. Alors qu'Édouard Philippe vient de se déclarer candidat pour la prochaine présidentielle, pour l'instant, il s'efface et se place en soutien inconditionnel du futur gouvernement. Demain, le patron d'Horizon aura rendez-vous avec Emmanuel Macron au Havre, après avoir sévèrement critiqué la dissolution, puis pris ses distances avec le locataire de l'Élysée. Pas sûr que les échanges seront aussi chaleureux qu'aujourd'hui à Reims. On décortique l'hypothèse d'une présidentielle anticipée avec Anne Levade. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Marc Lazare, bonsoir et bienvenue. Professeur émérite à Sciences Po. Fabien Escalona, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Docteur en sciences politiques et journaliste à Mediapart. Et vous publiez Une République à bout de souffle aux éditions du Seuil. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Éditorialiste politique. Anne Levade, question assez générale pour commencer. À quel point la situation politique que nous vivons est inédite dans l'histoire de notre bonne vieille Ve République. Totalement, puisque c'est vraiment du jamais vu sous la Ve République. Alors après, c'est toujours difficile de faire des comparaisons avec des républiques précédentes, mais à tous égards, depuis la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, une étape après l'autre, en quelque sorte, les choses ne se passent pas comme on en a l'habitude sous la Ve République. Alors à la fois parce que la dissolution n'était pas nécessairement anticipée, anticipable, compréhensible au moment où elle est intervenue, parce que, élection législative survenant, le résultat lui-même est surprenant, même si évidemment les sondages pouvaient permettre pour partie de les anticiper, mais cette configuration politique à 3 blocs sous la Ve République est inconnue. Ensuite, on a ce laps de temps très long pendant lequel le président de la République décide
j'allais dire en tordant quand même l'esprit de la Constitution de la 5e, d'être partie prenante et de descendre dans le ring pour essayer de créer quelque chose. Certes, il n'y a pas une cohabitation en tant que telle, puisqu'il n'y a pas une majorité absolue, mais il en appelle au parti, ce qui est très inédit pour le président. Il n'exerce pas sa compétence tout de suite. Il nous dit qu'il tâtonne. Voilà. Et puis maintenant, il a tâtonné même longtemps. Voilà. Et puis maintenant, j'allais dire les choses. Le fusible est revenu à sa place, puisqu'on dit toujours que le gouvernement est le fusible de la Ve République. Pendant cette période de tâtonnement, moi j'avais le sentiment que le fusible s'était déplacé à l'Élysée. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'idée d'une destitution germe. Et c'est pour ça que ce sera l'un des chapitres importants de ce débat. Voilà, de fait, un gouvernement démissionnaire ne peut pas être renversé puisqu'il est déjà sur le siège éjectable et au bord de sauter. Comme en parachute, pas de sauter au sens renversé. Et donc là, on revient à une forme de normalité sur le plan institutionnel. On a un Premier ministre. Après, de mon point de vue en tout cas, il me semble qu'il faudrait que ce gouvernement soit constitué, alors je vais paraphraser ce qu'on dit parfois en contentieux, dans un délai raisonnable institutionnellement, parce qu'il y a des contraintes budgétaires, bien sûr. Parce qu'il y a des attentes politiques, et que si cela dure trop aussi, on va se demander si ça peut fonctionner. Maintenant, que sera le raisonnable, 8 jours, 10 jours? On verra bien. La semaine prochaine, a dit Michel Barnier tout à l'heure, plutôt la fin de la semaine prochaine, et encore, je crois que son entourage fait savoir que ce n'était pas une promesse, que c'était un objectif. Bref, on verra bien. Marc Lazare, est-ce que c'est une sorte de crash test pour nos institutions, ce qu'on est en train de vivre? Certainement, mais on en a connu la cohabitation. La première cohabitation en 1986 était déjà aussi un test. On pensait que c'était impossible et impensable. Ça a été réalisé. Moi, je pense, mais je parle sous le contrôle d'Anne Leval, qu'il y a une plasticité quand même des institutions de la Ve République et qu'elle peut s'y adapter autre chose et de savoir comment ce sera reçu par l'opinion publique. C'est quand même ça la grande question. On a souvent souligné, on a raison, on a encore plusieurs enquêtes qui sont sorties qui montrent le niveau très important de défiance politique. Je ne crois pas que ce qui se passe actuellement va réduire cette défiance. Risque au contraire de l'accroître pour plusieurs raisons. D'une part parce que aller désigner le ministre parmi celui qui appartient au groupe Les Républicains, qui est un des groupes les plus faibles, qui a enregistré... quand on fait le total des résultats électoraux depuis 2022, les Républicains sont en 5e position du point de vue des partis politiques. Je regardais le taux de sympathie partisane, c'est un des plus bas pour les Républicains. En général, bas pour tous les partis. Le plus haut, c'est 29% de Français qui sont proches du RN, qui ont une sympathie partisane pour le RN. Les Républicains, c'est le plus faible. Donc il va falloir quand même essayer d'expliquer, et c'est la tâche de Michel Barnier, pourquoi il a été désigné. Et puis, effectivement, on sait que toute une partie des électeurs se sont mobilisés au second tour de l'élection législative pour faire barrage au Rassemblement national, ce qu'on appelle le Front républicain. Et aujourd'hui, le Rassemblement national a la main d'une certaine façon. Oui, il va se retrouver dans une situation compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y a un déni de démocratie, mais il y a un malaise incontestable démocratique avec ce choix de Michel Barnier. Après, il a un certain nombre de qualités qu'on lui prête, notamment de négociation. On peut raisonner sur le scénario du gouvernement et faire des paris. On en parlera, évidemment. On essaiera de voir jusqu'où il va pouvoir élargir justement cette base politique. Fabien Escalona, c'est la République qui est à bout de souffle, pour reprendre le titre de votre livre, ou le président Emmanuel Macron qui joue avec le feu? C'est un peu les deux quand même. En fait, je crois qu'il peut jouer avec le feu, il peut se permettre des décisions qui apparaissent dont la légitimité, disons, est questionnable aussi parce qu'il y a l'environnement institutionnel qui le permet. Pour abonder ce qui vient d'être dit, je crois que on s'était un peu habitué aux forces du nouveau monde. Voilà, on avait un nouveau paysage, des nouvelles forces importantes. Maintenant, là, ce qui joue, c'est que le dispositif de pouvoir est en train de changer. La précédente fois, effectivement, c'était la cohabitation, c'était le test d'un nouveau dispositif de pouvoir. Là, on est rentré, sinon dans un moment, peut-être dans une ère, à voir si c'est durable, où c'est des gouvernements minoritaires ou des majorités très composites qui vont pouvoir gouverner. Effectivement, ça, on n'y est pas du tout habitué depuis la 5e. Et pour ajouter aussi, c'est un juriste qui me disait ça, il me dit finalement, on a un peu de la logique de la 4e qui vient de s'inviter, puisque en fait, même quand il y avait la cohabitation, en fait, le suffrage des Français décidaient qui gouvernait. Après, qui est l'identité précise du Premier ministre, ça envoie après. Mais la force qui gouvernait, il n'y avait pas de doute. Alors que là,
En fait, les responsables politiques, députés, président de la République, ont une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour décider qui gouverne. Mathieu. Et on se retrouve dans la situation que vient de décrire Marc Lazare. Non, je souscris tout à fait à ce qui a été dit précédemment, mais juste pour ajouter, au-delà du fait que les Républicains sont un tout petit parti aujourd'hui dans le paysage politique français, puisque c'est à peu près 5%, bon, si on regarde, le vrai problème de défiance, c'est qu'il va mener une politique qui n'a pas l'assentiment d'une grande majorité de l'opinion. Je rappelle qu'on ait voté pour le Rassemblement national ou qu'on ait voté pour le Nouveau Front populaire, dans les deux cas, c'était quand même pour une rupture avec la politique qui est menée depuis 7 ans. Et là, on risque d'avoir une politique de continuation. Alors peut-être un petit changement de méthode et peut-être améliorer, corriger. Mais globalement, il ne va pas y avoir de remise en cause des choix politiques économiques, des choix politiques sociaux. Et à mon avis, le risque démocratique ou le risque de crise politique majeure, il est là. Mais c'est quand même aussi une pierre dans le jardin des partis politiques, Anne Levade, parce que dans la période qui suit le résultat des élections, alors on peut toujours rêver, je suis peut-être un peu angélique, mais on aurait pu imaginer des partis politiques se mettre autour de la table et construire une coalition qui avait la majorité, une vraie majorité absolue. Vous posiez la question à Marc Lazare du crash test pour les institutions. Moi, je crois que c'est surtout un crash test pour les forces politiques. Parce qu'en réalité, ce qui a été très frappant dans ce moment inédit et fort long où le président donne la main en quelque sorte aux parlementaires pour qu'ils fassent des suggestions ou fassent remonter, c'est au-delà des propositions qui ont pu être faites mais qui n'ont pas été si nombreuses que ça, c'est quand même le nombre de forces politiques qui ont dit non, nous on ne veut pas gouverner. Et donc en réalité, moi je reste convaincue que la crise, elle n'est pas institutionnelle mais vraiment politique, au sens une crise de la pratique politique, à la fois par ceux qui nous gouvernent, mais aussi par ceux qui font la politique, et donc les politiques. Et le fait qu'on s'ouvre peut-être une période ou une ère de gouvernement minoritaire, moi, ne me semble pas préoccupant dans la logique de la 5e, parce qu'elle a quand même été conçue pour ça au départ. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'on va avoir une chronique justement qui va nous ouvrir sur cette question du pouvoir des partis dans l'Assemblée qui va commencer à siéger début octobre. Quand même, peut-être, vous êtes un grand spécialiste de la politique italienne. Est-ce que ça arrive, alors des coalitions politiques, il y en a dans pas mal de pays européens, est-ce que ça arrive en Italie ou ailleurs qu'un parti faible soit finalement le pivot d'une coalition qui prend le pouvoir? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, il faut distinguer deux périodes en Italie. Toute la période qui va des lendemains de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, où c'est la démocratie chrétienne qui gouverne, à part la période d'unité nationale où il y avait même le Parti communiste italien au pouvoir. Et là, il y a des renversements de gouvernement, mais c'est les mêmes hommes et c'est les mêmes coalitions. Genre, à quelques nuances près, tel parti sort, on rentre à l'opposition, puis revient dans la majorité. Non, la grande période, c'est à partir des années 90. Mais en général, il y avait soit une coalition centre-gauche qui gagnait, soit, par exemple, le centre-droit, enfin ce qu'on appelle en Italie centre-droit, avec Silvio Berlusconi ou Romano Prodi en face. Il y a eu un moment assez inédit, c'est en 2018, où il n'y a pas véritablement de majorité dans les deux assemblées, parce que les Italiens votent au suffrage universel pour la Chambre des députés, pour le Sénat, et il y avait le mouvement 5 étoiles, premier parti politique. Et là, on a assisté à plus de 2 mois de négociations où le parti de la Ligue, dirigé par Matteo Salvini, qui appartenait à la coalition électorale du centre-droit, décide de faire une alliance contre nature avec le mouvement 5 étoiles, alors qu'il s'était affronté pendant toute la campagne électorale en s'envoyant des noms d'oiseaux pour écrire un contrat de gouvernement et faire appel à un professeur de droit public, excusez-moi, c'est le secours. Giuseppe Conte, qui, je vais faire quelque chose un parallèle un peu désagréable, se retrouve comme notaire à appliquer un contrat de programme qu'il n'avait pas écrit. Alors moi, ça m'a fait penser à Lucie Questré. Et Lucie Questré s'est retrouvée, alors elle n'est pas professeure de droit public, mais on fait appel à elle, elle n'a pas écrit le programme, elle est chargée de l'appliquer, et je remarque qu'elle... Elle n'a pas fait campagne. Elle n'a pas fait campagne, exactement comme Giuseppe Conte, et j'ai l'impression qu'elle a pris goût aussi à la politique, comme Giuseppe Conte, qui est maintenant le dirigeant de 5 étoiles. Je m'arrête là dans la comparaison. On ne peut pas dire non plus que Michel Barnier ait fait campagne pendant les législatives pour se retrouver Premier ministre aujourd'hui. Un mot rapide, parce qu'il y a beaucoup de petite nuance sur l'absence de crise institutionnelle. C'est-à-dire que pourquoi on peut faire plein de reproches effectivement aux acteurs politiques, mais en fait pourquoi aussi c'était compliqué pour eux justement d'aboutir à ces fameux compromis pour gouverner? C'est aussi parce qu'on a eu 7 ans pendant lesquels Emmanuel Macron a gouverné avec toutes les ressources de la 5e et a vraiment découragé tout le monde ensuite de faire des compromis avec lui ou ensemble. Et puis il y a cette perspective évidemment de 2027 qui obsède tout le monde. Donc en ce sens, il n'y a peut-être pas de crise institutionnelle au sens strict, mais je pense que les institutions
institution ne nous facilite pas la tâche. En tout cas, ne facilite pas la tâche aux responsables. L'obsession présidentielle, évidemment, c'est forcément l'un des thèmes d'un débat où on se pose la question de la longévité d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Mais là, on va se concentrer toujours sur les partis politiques avec donc on l'a vu dans notre reportage d'ouverture, Michel Barnier qui va sonder, chercher le soutien des forces du bloc central. Et justement, on va se demander ce que pèse le parti Horizon grâce à Steve Jourdain. Bonsoir Steve, bienvenue à vous. Alors on se demande ce que pèse effectivement Horizon dans l'écosystème politique avec une première originalité, peut-être un parti qui revendique son ancrage local. Oui, Édouard Philippe lance son parti politique en octobre 2021, quelques mois avant l'élection présidentielle. Plus de 150 maires, 600 élus locaux assistent au lancement d'une formation qu'Édouard Philippe veut installer durablement dans le paysage politique. On va l'écouter. Pourquoi Horizon ? Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Parce que pour conjurer les vertiges dont je vous parlais, il faut voir loin. Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'horizon 2050, eh bien, il ne faut pas regarder juste devant soi. Il ne faut pas regarder juste à côté. Il faut forcément voir loin. Pour voir loin, pour s'installer dans la durée, Édouard Philippe annonce la création d'une assemblée des maires, structure qui invite les élus à participer à des discussions autour de commissions thématiques. L'idée, c'est de faire confiance à ceux qui ont un lien évidemment direct avec le terrain et aussi peut-être de prendre un peu le contre-pied d'Emmanuel Macron, très critiqué pour être un peu déconnecté des vrais gens, des préoccupations des Français. Parmi les maires des grandes villes qui ont leur carte Horizon, on trouve notamment Christian Estrosi, maire de Nice, Christophe Béchu, ex-ministre qui va retrouver son poste de maire d'Angers, Arnaud Robinet à Reims ou encore Philippe Augier, maire de Deauville. Il y a quelques mois, Horizon revendiquait plus de 500 maires adhérents, Thomas. Et au Parlement, que pèse Édouard Philippe ? Alors, il y avait beaucoup de craintes avant les législatives du mois de juin. Les philippistes craignaient même de perdre leur groupe à l'Assemblée nationale. Finalement, ils ont sauvé les meubles. Aujourd'hui, le groupe Horizon fait partie du bloc central avec Renaissance et Modem. Il compte 33 députés. Le chef du groupe est Laurent Marcangeli, député de Corse du Sud. Au Sénat, les philippistes n'ont pas pignon sur rue. Il faut aller les débusquer dans 2 groupes différents. On compte au total 10 sénateurs Horizon, 8 sièges au groupe Les Indépendants, présidé par Claude Maluret, lui-même membre du parti. Les 2 autres sièges au groupe Union. On a un peu inversé les chiffres, mais tout le monde aura compris. Oui, c'est 8 chez les Indépendants et 2 évidemment. Et donc les 2 qui sont au groupe Union centriste, qui est présidé par Hervé Marseille. Et puis notez qu'il y a aussi 2 députés européens qui ont leur carte à Horizon. Il s'agit de Gilles Boyer et de l'ancienne ministre Nathalie Loiseau. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Et donc Anne Leval, je reviens vers vous. Donc là, il y a une session ordinaire qui s'ouvre début octobre. Je repose presque la même question que tout à l'heure sur un renouveau du pouvoir des partis politiques qui va pouvoir s'exprimer dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce qui est sûr, c'est que d'abord, pour la première fois, on a 11 groupes à l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est une transformation. Pendant des décennies sous la Ve République, on était autour de 4, 5, 6 groupes. Donc là, on a non seulement une tripartition, on va dire, globale de l'Assemblée nationale, mais en plus, à l'intérieur, un véritable éparpillement. Et donc, ça peut donner, et d'ailleurs on l'entend bien là dans cette période de réflexion en vue de la constitution du gouvernement, ça peut donner la tentation à tel ou tel groupe de vouloir jouer sur les quelques voix qu'il peut apporter pour un texte ou pour un autre. Après, c'est vrai que cette session d'automne, elle va forcément s'ouvrir sur un sujet majeur. Alors j'imagine bien sûr que Michel Barnier va faire un discours de politique générale. En toute logique, on peut imaginer qu'il fasse soit le choix d'engager sa responsabilité s'il a quelques assurances ou certitudes, soit en tout cas qu'il attende de voir si une motion de censure est déposée, vraisemblablement plutôt côté France Insoumise, NFP, pour en quelque sorte sauver sa position. Et puis derrière, on a le vote budgétaire. Et le vote budgétaire, chacun considère par tradition que c'est en quelque sorte le deuxième vote de confiance. Oui, c'est là qu'on se définit dans l'opposition. Et voilà, parce que soit on soutient la politique d'un gouvernement, soit on ne la soutient pas. Et pour l'instant, pour réagir à ce qui était dit, et notamment je crois à ce que disait Mathieu Croissando, le fait est qu'on voit bien qu'on est à la recherche d'un casting, pour utiliser un terme impropre en droit constitutionnel, mais on ne sait pas exactement encore pourquoi faire. Oui. Parce qu'on a eu des indices sur la méthode. Michel Barnier nous dit écouter, respecter, discuter, négocier. Ça correspond d'ailleurs à l'image qui vraisemblablement a justifié son choix.
Mais sur quoi, pourquoi et dans quelle perspective évidemment, on comprend bien que tout ça va aussi se négocier avec ceux qui feront partie du gouvernement. C'est un peu la poule et l'œuf, mais c'est vrai que la période est complexe pour ça. Donc c'est difficile de savoir ce qui se passera à compter du 1er octobre. Si on fait un peu de politique, Marc Lazare, Horizon sera sans doute l'allié le plus stable ou le plus fidèle de Michel Barnier ? Je pense que, alors là, effectivement, on réfléchit sur des scénarios possibles. Je pense que le gouvernement, avec Michel Barnier, sera composé d'abord de gens des LR. Quel type de profil ? Pas trop, normalement, parce qu'effectivement, étant donné la faiblesse des LR, encore une fois, dans le corps électoral, je pense que la constitution de ce gouvernement va marquer vraiment la crise fondamentale du macronisme, parce que justement des gens d'Horizon, le MoDem a dit qu'il souhaitait participer. Disons, pour aller vite, la composante droite du centre va se rallier au gouvernement Barnier. Beaucoup plus compliqué pour la composante, ce qui reste de la composante de gauche du macronisme. Et puis, moi, je vois bien, mais peut-être c'est dans ma tête, quelques personnalités peut-être de gauche, centre-gauche, qui sont un peu en retraite, qui sont prêtes à donner... Rappelez-vous ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec Jean-Pierre Jouyet, avec Bernard Kouchner, de trouver ce type de personnalité. Quelqu'un pour l'environnement. Corinne Lepage serait une personne idoine, voilà, je compose moi le gouvernement, mais sans plaisanter. En revanche, des gens liés au territoire. Et là, je me lie à ce que vous avez dit. Ça, c'est très important. Je trouve qu'on n'a pas assez insisté dans la présentation de Michel Barnier sur le fait que c'est un élu de Savoie, extraordinairement ancré en Savoie, depuis très longtemps, travaillant, faisant plutôt consensus. Bien sûr, il y a des oppositions à chaque élection, mais qui est très, très soucieux de cela. Et je pense qu'il va chercher des responsables politiques dans son gouvernement qui ont un lien avec les territoires. Parce que ça lui permet... Le gouvernement Attal était assez francilien, si je me souviens bien, et ça avait été un reproche. De jouer les problèmes. Et justement, par rapport à Macron et au macronisme, ce qu'a dit Michel Barnier dès la passation de pouvoir, il faut écouter les gens d'en bas, ça a fait sourire. Mais je crois que, évidemment, c'est pour se démarquer de Macron, mais pour essayer, effectivement, de renouer quelques fils avec la société, parce que je crois qu'il est quand même conscient de la difficulté de sa tâche, parce qu'en plus, il va être confronté à un chantage permanent du Rassemblement national, à la guérilla de la gauche et à des banderilles permanentes venues du côté centre-gauche. Je lui souhaite bien du courage. Bon courage, Mathieu. Non, je rebondis. Je pensais à Jean-Pierre Jouyet, qui est pour moi le symptôme de la décomposition ou du grand affaissement de la classe politique. Non, je ne mets pas en cause ses qualités personnelles, mais par ce que représente son parcours. C'est-à-dire, voilà un homme qui a démarré au cabinet sa carrière politique au cabinet de Lionel Jospin, si je ne m'abuse, et puis qui ensuite est devenu ministre de Nicolas Sarkozy, puis ensuite qui est revenu à l'Élysée sous François Hollande, et qui ensuite s'est présenté comme le parrain qui adoubait Emmanuel Macron. Il a été ambassadeur. Oui, j'entends bien. Non, mais je veux dire, cette balade dans tous les partis qui se sont affaissés avec l'avènement du macronisme. Mais c'était pas complètement un homme politique. Oui et non. Il avait un engagement politique, mais un engagement politique aussi plastique montre bien qu'on arrive quand même à un moment où les idéologies, on le sait, sont mortes, mais où même les valeurs, les symboles des partis n'ont plus grand sens pour des gens comme ça. Fabien Escalona, la filiation, est-ce que vous voyez une filiation politique, elle est peut-être évidente, entre Édouard Philippe et Michel Barnier? Quand on voit les images de la sortie des journées parlementaires, c'est vrai qu'on a quelques images de l'époque UMP qui nous reviennent en mémoire. Oui, vous êtes gentil, on pourrait remonter encore plus loin s'agissant de Michel Barnier. Oui, je pense qu'ils ont tous les deux un tropisme assez conservateur. Il me semble qu'aussi dans ce qui s'est joué, parce que c'est aussi un moyen d'identifier le positionnement politique, ce qui s'est joué dans l'entre-deux tours des législatives, ils ont tous les deux refusé d'appeler à un front républicain complet, entre guillemets, qui irait jusqu'à LFI, avec tous les deux des mots qui se sont durcis sur la question de l'immigration, alors que c'était pas forcément sur ce sujet-là qu'ils étaient identifiés. Donc oui, pour le coup, la cohérence politique des deux me semble assez forte. Cette crise politique pourrait-elle déboucher sur une présidentielle anticipée? Édouard Philippe, d'une certaine façon, a donné le sentiment de s'y préparer. C'était dans cette interview au Point où il annonce sa candidature, où il officialise sa candidature à la présidentielle. On va voir, il répond tout simplement à une question par l'affirmative. Et d'une certaine façon, c'est perçu, on l'avait d'ailleurs dit sur ce plateau, Mathieu, comme une sorte de coup de poignard dans le dos d'Emmanuel Macron. Et ça lui avait valu cette pique signée François Bayrou. C'était ce dimanche au grand jury RTL, Le Figaro, Public Sénat. Si nous nous aventurions sur un chemin dans lequel la règle devient
on va abattre celui qui est en place pour organiser de nouvelles élections. C'est une fragilisation extraordinaire de nos institutions. Je ne connais personne de responsable dans la République qui se livre ou se laisse aller à ce scénario-là. Parce que nos institutions ne s'en relèveraient pas. Bon, là aussi, Marc Lazare, on travaille sur des scénarios, des hypothèses, mais déjà, on peut parler d'objectifs. L'élection anticipée, c'est la stratégie d'un Jean-Luc Mélenchon, d'une Marine Le Pen. Est-ce que vous y ajoutez d'un Édouard Philippe avec cette entrée en campagne je crois que c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle est dite explicitement, puis avec l'engagement de cette procédure de destitution. Et d'autre part, c'est la stratégie de Marine Le Pen, sauf qu'elle ne le dit pas de la même façon. Oui. Et elle est, de ce point de vue, à mon sens, très habile, parce qu'elle essaye de jouer justement la responsabilité. On va attendre le discours de politique générale, alors qu'on sait que, évidemment, l'un et l'autre auraient intérêt à une présidentielle anticipée. Et sachant cela, je pense qu'Édouard Philippe, justement, s'est positionné, surtout qu'il s'est positionné à un moment où il y avait toute cette hésitation que vous avez rappelé, Anne, sur la nomination du Premier ministre. Donc je crois qu'on est dans ce scénario. Ça peut arriver. Le gouvernement Barnier, s'il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Comment va faire Emmanuel Macron? Il y a un précédent historique sous la Troisième République. C'est 1924. Ça tombe bien, ça fait exactement il y a 100 ans. Alexandre Millerand est président de la République. Je rappelle aux téléspectateurs, il veut renforcer le pouvoir exécutif. Il le dit depuis plusieurs années. Personnage très intéressant d'ailleurs, Alexandre Millerand. Et c'est le cartel des gauches, alors à l'époque composé des radicaux et des socialistes, qui emportent les élections. Et les radicaux de gauche, enfin les radicaux, comme on disait à l'époque, sont totalement hostiles à cela parce qu'ils sont des parlementaristes et donc il n'en est pas question. Et donc il y a un affrontement pendant plusieurs mois et Alexandre Millerand essaye de composer plusieurs gouvernements. Ça ne marche pas, il est obligé de démissionner. La Troisième République, c'est une chose, la Cinquième en est une autre. Ce serait le centenaire des Jeux Olympiques et le centenaire de la démission d'un chef de l'État. Qui sait? Fabien, mais en fait, surtout sur François Bayrou, il nous dit les institutions s'en relèveraient pas, etc. Mais enfin, il y a, je sais pas, le général de Gaulle, pardon, le fondateur de la Ve République, qui a lui-même provoqué une élection présidentielle anticipée en 69. Et alors, c'est pas dans les règles écrites de la Constitution, mais dans cet esprit gaulien qui a très fortement marqué ensuite comment, dans la pratique, la Ve République s'est menée, avant la cohabitation en tout cas, il y avait cette idée que en fait, je mets à l'épreuve en fait ma légitimité. Et si je le fais par le référendum, notamment, les législatives interviennent en cours de mandat et nous donnent une indication. Et si je suis dévoué, eh bien, ma foi, je m'en vais. Et le fait qu'il fasse ce geste était cohérent avec ce qu'il avait défendu. Donc, on pourrait dire, si on est, c'est pas mon cas, mais si on est un peu fanat de l'esprit gaulien à 5e, on pourrait dire, après tout, c'est pas délirant de faire une présidentielle anticipée. Je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de faire une présidentielle anticipée au demeurant. Mais en tout cas, cette dramatisation de François Bayrou, elle me semble un peu... Alors, il y a ce cas de figure, et puis il y a la procédure de destitution. Anne Leval, alors on n'a pas encore l'information, mais c'était une étape importante aujourd'hui avec le bureau de l'Assemblée. Qu'est-ce qui peut se passer là dans les prochaines heures ou dans les prochains jours? Alors, la procédure, elle a été déclenchée, puisque la toute première étape, c'est-à-dire l'élaboration d'une motion demandant la convocation de la Haute Cour en vue d'une possible destitution du président de la République, a été déposée par plus de 10% des députés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la recevabilité de cette motion. Alors c'est une question un peu compliquée parce que il y a en réalité aujourd'hui deux paramètres, un politique et l'autre juridique, qui ne permettent pas de savoir à coup sûr ce qui va se passer. Le paramètre politique, c'est que le bureau est majoritairement à gauche aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc je ne sais pas dans quelle mesure, puisque c'est un vote au sein du bureau, cette majorité peut faire pencher en faveur ou en défaveur de la poursuite de la procédure de destitution. L'autre paramètre, il est juridique, parce que je rappelle que la procédure de destitution, elle résulte d'une révision constitutionnelle de 2007, que le détail de la procédure est prévu par une loi organique de 2013, et qu'à ce jour, on n'a eu qu'une expérience en 2016 François Hollande. De tentative d'engagement de cette procédure. C'était l'époque où François Hollande avait répondu à des questions de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, on cherchait tout son prénom. Président ne devrait pas dire ça. Oui. Et des parlementaires de droite, je crois que c'était LR qui avait lancé l'offensive, avaient jugé qu'il avait manifestement méconnu le secret de défense en dévoilant des informations, etc. Et donc la procédure avait été enclenchée et le bureau de l'Assemblée nationale ça avait été critiqué par plusieurs juristes, pas sur le plan politique,
mais avait déclaré cette initiative irrecevable. Donc, au moment où on est aujourd'hui, devant voilà, le bureau de l'Assemblée. C'est-à-dire que quand on regarde les textes, a priori, il y a 2 conditions pour que la procédure puisse se poursuivre et que donc les députés doivent voter sur la poursuite de la procédure. La première condition, c'est de nombre. Est-ce qu'il y a bien 10% de députés qui ont signé la motion? Et la deuxième condition, c'est est-ce que la motion invoque bien un manquement susceptible d'entrer dans le champ de l'article 68 de la Constitution sur la procédure de destitution. Et à l'époque, en 2016, le bureau de l'Assemblée avait dit il y a bien un manquement invoqué, mais il n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de pré-examen sur le fond de ce qui était reproché au président de la République. Ça avait été très critiqué parce que la logique même de la procédure, c'est que c'est aux députés de se prononcer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question qu'on peut poser aujourd'hui, l'heure à laquelle on discute le 11 septembre, c'est est-ce que le bureau va dire oui ou non c'est recevable? Si ça n'est pas recevable, on s'arrête là, comme en 2016. Si c'est recevable, eh bien, c'est l'Assemblée nationale, donc au sein de l'hémicycle, qui devra se prononcer par un vote. Et la poursuite de la procédure est conditionnée par un vote à la majorité des 2/3 des députés. Et ensuite, ça fait beaucoup. Et ensuite, le Sénat s'en préoccupe aussi? Alors ensuite, si la majorité des 2/3... Alors continuons. Si la majorité des 2/3 est acquise à l'Assemblée nationale, c'est automatiquement transmis exactement dans les mêmes termes au Sénat, qui doit se prononcer dans les 15 jours, dans les mêmes conditions. Là, il n'y a plus d'examen de recevabilité, mais pareil, vote des 2/3. Et le cas échéant, dans le mois, il y a convocation de la Haute Cour. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup d'obstacles et que l'hypothèse que ça aboutisse... ou des garde-fous, que l'hypothèse que ça aboutisse est très, 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 très faible. Mais il y a Mais la décision d'aujourd'hui, c'est un peu un test quand même intéressant. On va la suivre de baromètre de l'État. Peut-être qu'on l'aura dans les minutes qui viennent. Marc Lazare, c'est d'abord un coup politique des Insoumis. Oui, c'est de mettre cette idée finalement dans nos têtes et de faire qu'on y consacre une partie de ce débat. Quoi. La cible, c'est Emmanuel Macron, la méthode, c'est celle-ci, et Jean-Luc Mélenchon, évidemment, encore une fois, espère provoquer. Je pense qu'il est tout à fait conscient que c'est impossible à aboutir, mais l'idée, c'est d'essayer de miner ce qui reste de légitimité au président de la République, sachant qu'il bat des records d'impopularité. Alors, oui, pour lui, mais François Hollande a été beaucoup plus bas, et Nicolas Sarkozy aussi. Bref, il ne faut pas négliger la dimension internationale aussi, parce que malgré tout, il y a on entend procédure de destitution. Il peut y avoir un certain nombre de médias étrangers qui vont s'intéresser à ça, si évidemment aujourd'hui c'est déclaré recevable. Il y a une... le président Macron ressort très affaibli de toute cette séquence, les élections européennes, la dissolution, le résultat des élections, toute cette longue période d'attente, et effectivement maintenant cette procédure de destitution ne l'arrange pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Remarquons quand même que cette procédure est celle de la France insoumise. Je crois qu'une partie des écologistes la soutient un peu, je crois, mais le Parti socialiste a dit qu'il n'était pas d'accord. Il s'était désolidarisé tout de suite, parce qu'en plus, la procédure avait été lancée sans concertation au sein du nouveau Front populaire. Oui, mais ce qui montre aussi qu'il y a un autre élément dans l'engagement de cette procédure de la part de LFI, de la France insoumise, c'est de montrer que c'est la France insoumise qui est véritablement le parti dominant au sein du nouveau Front populaire, que c'est lui qui dicte l'agenda, c'est lui qui indique les objectifs et qui à chaque fois met ses alliés sur la défensive et les contraint à prendre position à partir de la dynamique engagée par la France insoumise. Donc il y a un élément par rapport à Emmanuel Macron, il y a un élément dans les rapports de force au sein du nouveau Front populaire, avec un Olivier Faure qui en général a tendance à suivre la roue comme un cycliste, se mettre dans la roue de Mélenchon, même si ça crée beaucoup de tensions au sein du Parti socialiste. Oui, alors vous parliez tout à l'heure de cette obsession présidentielle, on va parler d'ambition présidentielle, cette fois-ci assumée par Édouard Philippe, qui est officiellement entré en campagne. Ça vous a fait penser à une autre figure politique de la droite, c'est Alain Juppé. Oui, c'est certainement pas un hasard, puisqu'Édouard Philippe a grandi en politique aux côtés de l'ancien maire de Bordeaux. Il fut avec... son meilleur ami, qui est toujours son premier lieutenant, Gilles Boyer, l'un des artisans chefs de la campagne présidentielle d'Alain Juppé, une campagne, rappelons-le, fracassée l'année avant le scrutin, au soir d'un second tour d'une primaire de droite et du centre qui avait désigné, contre toute attente, François Fillon. Alors on pourrait imaginer Édouard Philippe instruit par cet échec, ce qu'il est sûrement, et pourtant il y a dans sa récente percée, je trouve, quelque chose qui fait irrémédiablement penser à celle de son mentor. Alors vous allez nous donner quelques exemples. Alors premier point commun, le timing. Alain Juppé s'est lancé dans la course
assez tôt. Il avait choisi d'annoncer sa candidature dans son blog et pas dans une interview, mais il l'a fait dès 2014, soit 3 ans avant le scrutin présidentiel. Tiens donc. À la fin de l'été, tiens donc, alors que les sondages lui étaient favorables, tiens donc, mais que dans son camp, beaucoup se demandaient s'il allait ou non sortir du bois et quand est-ce qu'il allait le faire, tiens donc, et que son parti devait désigner à l'automne une nouvelle direction, tiens donc, et à charge pour cette nouvelle direction de déterminer les conditions dans lesquelles serait désigné le futur candidat officiel à la présidentielle suivante. Tout ça fait évidemment penser à la situation actuelle. Mais la ressemblance s'arrête là. Oui, parce qu'évidemment, le paysage politique n'a rien, c'est évidemment pas le même. La situation, la crise démocratique, institutionnelle peut-être, qu'on vient de décrire non plus. Aujourd'hui, il y a cette menace d'une élection présidentielle anticipée qui, même si elle reste peu probable, ne peut pas non plus être écartée complètement d'un revers de main. Donc, évidemment, le contexte n'a rien à voir. Et puis, Édouard Philippe, même s'il a de la concurrence dans son propre camp, a créé, on l'a vu tout à l'heure, dès 2021, son propre parti, Horizon, histoire d'être seul maître à bord de ses ambitions. Vous remarquerez au passage que dans le bloc central, personne ne parle encore vraiment de primaire d'ailleurs. Hein. Mais si le contexte diffère de 2014, je pense que les risques de cette déclaration précoce ne sont pas très différents en revanche. Parce qu'il va d'abord lui falloir, Édouard Philippe, tenir. Or, 3 ans, c'est long. Il va ensuite lui falloir gérer son nouveau statut de cible, ce qui n'était pas encore tout à fait, et à commencer dans sa propre famille. On se souvient que, de ce point de vue, Alain Juppé ne fut pas épargné par ses amis. Il va lui falloir, Édouard Philippe, ne pas prendre les sondages pour des lanternes. Alain Juppé, je le rappelle, est monté jusqu'à 39% au premier tour dans certaines enquêtes d'intention de vote, ce qui a fini par lui donner un excès de confiance. Il va enfin falloir à Édouard Philippe ne pas se tromper de stratégie, parce qu'on se souvient que, fort de ces bons sondages, Alain Juppé avait mené directement une campagne de second tour, au lieu de s'adresser à son propre camp et à sa propre famille politique. Vous vous souvenez, jusqu'à forger un slogan concept l'identité heureuse qui était censé satisfaire tout le monde, mais qui, au final, n'a satisfait personne parce que personne ne l'avait vraiment compris. Alors, Édouard Philippe le sait mieux que quiconque, mais pourra-t-il franchir toutes ces haies pour autant ? On aura la réponse dans 3 ans. Oui, merci Mathieu. Et d'ailleurs, on est en pleine actu, puisqu'il y a un sondage ELAB pour BFM TV qui sonde à la fois la popularité, les traits de caractère de Michel Barnier, mais aussi celle d'Édouard Philippe. Et tiens, un chiffre, 61% des Français qui portent a posteriori, avec le recul, un regard positif sur le passage d'Édouard Philippe à Matignon. Je trouve assez drôle, ça. Au moment où il est au pouvoir, il est forcément beaucoup moins populaire. Et voilà qu'il l'est encore plus. En tout cas, il est toujours très haut dans le classement des personnalités politiques préférées des Français. Fabien Escalona, si on parle de rythme, de souffle, est-ce qu'il est parti trop tôt, d'après vous ? J'avoue que j'ai été un peu, même s'il y avait le précédent, j'avais été quand même étonné par le timing qui me semblait un peu curieux, puisque tout le monde était focalisé sur autre chose, c'est tombé un petit peu à plat. Trop tôt, je sais pas, ça va dépendre fraîchement des circonstances. C'est une forme de pari qu'il fait. Est-ce que c'est aussi un pari sur une démission éventuelle d'Emmanuel Macron ? J'y reviens, c'est pas une obsession, mais il y a quand même peut-être un peu ça. Bon, là-dessus, moi, je n'en sais pas assez sur ses intentions profondes, mais je trouve ça plutôt un révélateur. Disons que je sais pas s'il est parti trop tôt, mais en tout cas, c'est révélateur de ce qu'il pense de l'état en fait d'Emmanuel Macron et du macronisme. En fait, là, on est déjà au moment, 3 ans avant, où tous les prétendants à la succession s'organisent. Marc Lazare ? Il se situe dans la décomposition du macronisme, évidemment. Je pense qu'il parie que le macronisme, c'est fini, qu'il va y avoir une clarification, qu'une partie des gens qui sont venus de la droite et qui sont restés à droite, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et lui-même, vont retrouver un positionnement. Il faut qu'ils se démarquent rapidement de Laurent Wauquiez, qui est une droite plus dure. Je pense qu'il table là-dessus, évidemment, et que, justement, des gens comme Gabriel Attal et d'autres, peut-être, rejoindront cette coalition que certains essayent de mettre en place dans ce qu'on appelle la gauche social-démocrate, que Fabien connaît bien, et centre-gauche, disons. Voilà, je pense que c'est ce calcul. Non, moi, j'ai une hypothèse complètement folle sur ces histoires de démission. Que je faisais allusion en 1924, mais il y a le 20 janvier 1946. C'est-à-dire le général de Gaulle qui démissionne. Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager Emmanuel Macron qui, voyant le gouvernement Michel Barnier tomber, un autre gouvernement tomber, fasse une grande allocution aux Français en disant « Écoutez, je vous ai donné la parole, vous êtes formidables, vous avez fait une assemblée extraordinaire. Malheureusement, les partis politiques sont incapables de se mettre d'accord. Donc je démissionne.
il y aura une élection présidentielle anticipée. Vous vous souvenez, je vous avais appelé pour savoir est-ce qu'il peut se représenter. Il ne peut pas se représenter finalement. Je crois que tous les constitutionnalistes finalement se sont mis d'accord. Donc j'attends quelques années, puis je crée l'équivalent du RPF. Le Rassemblement du peuple français. Je reviens dans rendez-vous dans quelques années. Il est suffisamment jeune. Il est suffisamment jeune pour ça, Emmanuel Macron. Non, mais Fabien Escalona a rappelé la dimension gaullienne de la Ve République serait de la classe, hein, de dire écoutez, je vous ai donné la parole, mais malheureusement, ces partis politiques. Voilà. Donc c'est l'hypothèse 20 janvier 46 que je suggère au président de la République si jamais il nous écoute. On parle de tempo politique. Anne Levade, alors l'obsession présidentielle, elle n'est pas nouvelle, évidemment, dans l'histoire de la Ve République. Il y a une action, c'est un peu une évidence de dire ça, mais il y a une accélération de ce tempo avec le quinquennat et donc de l'obsession présidentielle. C'est aussi ce qui explique le refus des partis de faire coalition, etc. etc. Je crois surtout que le quinquennat a créé une illusion d'optique. Cette illusion, c'était de croire que, de manière définitive, il ne pourrait y avoir qu'un schéma majoritaire, raison pour laquelle, d'ailleurs, en 2008, au moment de la révision constitutionnelle conséquente des 50 ans de la Constitution, on vient accroître les pouvoirs du Parlement, donc modifier ce qui était quand même le déséquilibre structurel, mais un déséquilibre, c'est pas forcément négatif, c'était un choix d'architecture, mais donc l'architecture initiale de la Ve République. Et en réalité, on s'aperçoit que ça n'est jamais le droit qui dicte la politique. Et qu'on a toujours tort de penser que modifier la règle juridique va provoquer un résultat très précis. On pourrait prendre énormément de réformes qui ont été menées depuis le début des années 2000. Alors, le quinquennat n'a pas produit l'effet qu'on escomptait sur le jeu de la majorité. La revalorisation du Parlement n'a pas complètement conduit à ce que les parlementaires se ressaisissent de l'intégralité de leur pouvoir et soient particulièrement plus raisonnables qu'auparavant. L'interdiction du cumul des mandats n'a pas produit non plus, etc. etc. Et donc, tiens, ça nous ouvre un tout dernier débat. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, mais je voudrais quand même vous entendre, pardon de vous interrompre. Hein. Je suis vraiment désolé, sur la proportionnelle, parce que ça fait partie des hypothèses qui pourraient être sur la table dans la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Est-ce que pour vous, ça changerait fondamentalement? Alors, il y a quelle proportionnelle, quelle dose de proportionnelle, etc. Mais est-ce que ça changerait vraiment l'équilibre? Alors, là, on a un scrutin majoritaire qui a donné des résultats de proportionnels ou à peu près. Donc ça, déjà, première surprise, alors qu'on nous disait que jamais ça ne pourrait arriver. Là encore, je pense que la proportionnelle, pourquoi pas, mais je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur la compréhension qu'en ont les électeurs. C'est-à-dire, on dit toujours ça va changer les choses, les partis vont immédiatement modifier leur manière de... Ça prend du temps. Tout ça, c'est des affaires quand même de culture. Je pense que l'erreur fatale serait de l'inscrire dans la Constitution. Réforme législative, pourquoi pas, mais ça dépend aussi beaucoup de la manière dont le Parlement, et en particulier l'Assemblée, va se comporter. Et, pardon, une demi-seconde, mais on parlait tout à l'heure de gouvernement fiction, ou voilà, il y a une question qu'on n'a pas évoquée. Est-ce que Michel Barnier va, le cas échéant, constituer intégralement son gouvernement en dehors des parlementaires? Parce que finalement, il n'est pas du tout obligé d'aller piocher au Parlement. Et ça, c'est un vrai arbitrage qu'il va avoir à faire. Finalement, il sait aujourd'hui quelle est la composition de l'Assemblée nationale. Il peut aussi, pour éviter de fracturer, créer des tensions, aller chercher des ministres ailleurs, des maires de grandes villes, que sais-je encore. Donc, vous voyez, tout ça, ça va créer un équilibre entre l'exécutif et l'Assemblée qui n'est pas du tout écrit au moment où on se parle. Allez, Fabien Escalona, sur la proportionnelle. Sur la proportionnelle, en fait, il y a un peu de cohérence selon celle que vous pratiquez. Moi, je suis assez favorable à la proportionnelle, la vraie proportionnelle intégrale, on va dire, qui effectivement, c'est pas la solution magique, mais ça fait aller le régime vers quelque chose qui tend un peu plus au compromis, celle des Européennes, qui valorise plus le Parlement, celle des Européennes, peut être un modèle. Et puis après, vous avez une autre formule qui a été évoquée par le RN et qui est une proportionnelle sans effet proportionnel, c'est une proportionnelle avec prime majoritaire. Et ça, c'est une façon de vous assurer une majorité stable, encore plus qu'avec le mode de scrutin à 2 tours qu'on a, et qui va durcir, en fait, de mon point de vue, la dimension césariste du régime, et qui, après tout, dit au moins, là, c'est sûr que la stabilité, ou quasiment sûr, qu'on l'aura. Mais vous voyez, là, il y a 2 scénarios qui n'ont rien à voir, alors qu'on utilise le même mot de proportionnel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention le jour où ce débat vient sur la table. Ça serait, Marc Lazare, une façon de donner des gages au Rassemblement national, puisque ça fait partie des demandes de Marine Le Pen. C'est pas le seul parti à le demander. Bien sûr, mais le RN a compris qu'il ne passerait pas avec le scrutin majoritaire à 2 tours, et donc il envisage ce système-là, et il n'a qu'à faire le calcul de ce qui s'est passé aux européennes. 33 et quelques % pour le RN, 5% pour Marion Maréchal. Ça fait, il peut penser à que
cumuler les deux. Il n'est pas à exclure que le Rassemblement national puisse obtenir 40 ou 42% des prochaines élections législatives et de satelliser une partie des Républicains pour constituer en plus une majorité. Donc je pense que c'est le calcul effectivement de Marine Le Pen. Et la question, ça va être de savoir si ça va être vraiment une condition pour non pas participer au gouvernement, mais avoir une attitude neutre. Et si jamais Barnier ne le fait pas, là, il peut justement le renverser immédiatement. Comment vous qualifiez cette... Alors, ça n'est pas un pacte de non-agression entre Michel Barnier et le Rassemblement national. Il n'y a pas eu de pacte, au sens que c'est un document qu'on signerait. Comment vous qualifiez la situation ? Alors, de manière plus générale, moi, je pense qu'on entre dans une période que, si on veut inventer un mot, j'appellerais de cogestion. Cogestion au sens où, au sein de l'exécutif, il va quand même y avoir cette question dont on a parlé il y a quelques semaines, après les législatives, d'équilibre entre le domaine réservé, compétences du président, compétences du Premier ministre. On a un Premier ministre qui a une visibilité internationale, alors que pourtant c'est le domaine réservé du président. Donc voilà, il y a déjà une cogestion à l'intérieur de l'exécutif. Et à mon avis, il va y avoir un deuxième niveau de cogestion entre le Parlement. On ne parle pas pourtant dans cette maison du Sénat, mais le Sénat va aussi devoir se positionner par rapport à tout cela. Et donc, à l'intérieur de cette grande nouvelle architecture en cogestion, j'ai l'impression que le RN, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, veut donner des gages sur son aptitude au gouvernement en témoignant du fait qu'ils sont très respectueux des institutions, ils sont très respectueux de l'importance de gouverner le pays. Et que donc, la non-agression, elle est à la fois politique, mais elle est aussi stratégique, je dirais. Alors vous me direz, il y a de la stratégie dans la politique, mais ça va plus loin, me semble-t-il, dans la logique, ça va plus loin qu'à courte vue, le fait de stabiliser ou au contraire fragiliser le gouvernement de Michel Barnier. Allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Fabien Escalona, le titre de votre livre, Une République à bout de souffle. On était vraiment au cœur de notre débat et c'est publié aux éditions du Seuil.